Alors, bienvenue sur ma plateforme Bring It On. Comme vous savez, j'aime parler de l'envers du succès. J'aime parler de ce qu'on ne voit pas souvent. Tous les livres de croissance personnelle nous disent de penser positif. Positif, il faut tout le temps visualiser. Puis en même temps, j'ai jamais vu autant de monde faire ça, puis le monde fucké. Fait que je veux démystifier pourquoi. Charles, c'est un gars depuis que je vous présente. Charles Montigny est un gars depuis 7 ans qui est en relation d'aide. Et à la fois, il est controversé. Puis je trouve le paradoxe intéressant. Donc, c'était important pour moi de prendre le pouls de ce que c'est en 2021, être un leader, être un gars inspirant. Est-ce qu'on peut être dans les apparences, dans la télé-réalité et être à la fois un gars profond? Moi, je me fais souvent reprocher justement par mes photos, par mon look, que je ne dois pas m'aimer si je suis telle façon. Tu sais, c'est comme, j'ai l'impression comme si il faudrait être soit spirituel dans un bois en train de chanter des chakras ou être dans une Lamborghini fraîchier. Donc, Charles Montigny, bienvenue sur mon podcast. Merci Marc, très content d'être avec toi aujourd'hui. Donc, Charles, je parlais un peu de ce paradoxe-là avec un peu de recul. Là, OD est terminé. Je pense que tu as pris un certain recul aussi des médias sociaux. Quel constat tu fais de tout ça, toi? Tu fait une petite analyse de l'état de notre société avec ce que tu as vécu? Tu sais, dans le fond, c'est sûr que moi, ça fait quand même longtemps que je côtoie les côtés plus sombres de notre société. Tu sais, j'ai travaillé à la DPJ pendant 6 ans. Tu sais, fait que des côtés plus sombres, puis des côtés où est-ce que la haine est présente, puis tu sais, des critiques négatives. Travailler dans des contextes non volontaires, ben, ça m'a amené à développer une certaine carapace, puis à voir un côté de la société que d'autres personnes qui vivent dans le positivisme, puis dans le déni un peu, on pourrait se dire, là, constant là, de penser que tout va bien, ben, moi, ça m'a permis de voir autre chose dans les dernières années. Je pense que 2020 est une année particulière qui nous a amené en tant que société à vivre des moments plus difficiles, des moments sociaux plus difficiles. J'ai Puis, pas je pense. l'impression que notre planète est comme en train de péter de tous les bords. L'ego, là, c'est comme, là, c'est ma façon de voir contre l'autre. Tout le monde veut s'entretuer. C'est quand même, on vit quelque chose, hein? Ouais, c'est particulier. Puis, tu sais, je pense que ce qu'on voit sur les médias sociaux, les messages haineux, le monde qui chiale sans apporter de solution, ben, je pense que ça reflète un peu nos problèmes sociaux, tu sais. Quand j'ai vu, parce que je te connais pas, mais j'avais commencé à te suivre un peu sur les réseaux sociaux avant OD, puis je voyais que tu t'étais mis à t'entraîner, je me rappelle d'une vidéo, puis là, tu faisais des. Puis je te trouvais vraiment, je te trouve encore, là, mais je me disais, hey, il est allumé, je trouvais que, moi j'ai 41 ans, fait que pour un gars de ton âge, avec ta génération, j'étais comme, on a besoin de ça, tu sais. Puis quand j'ai vu que là, tu étais à OD, j'ai vu comme le premier épisode, je t'avoue, ma première question, c'est, pourquoi il a fait ça, genre? Non, mais j'essaie de voir dans ton processus parce que je trouvais, puis souvent, en tout cas, j'ai vu des gens d'OD qui ont souvent parlé de l'envers du décor. Fait que toi, est-ce que OD, tu t'étais comme dit non, non, au contraire, ça va être super, ou dans ta tête, c'était comme un kit ou double, ou je sais pas, pourquoi tu as fait OD? Pour plusieurs raisons, j'ai fait OD. Ce qui est sûr, c'est que dans le fond, j'étais un peu inconscient de ce que c'était. Puis aujourd'hui, je comprends ce que bien des personnes ne comprennent pas. C'est-à-dire que moi, je m'imaginais que le contenu qui était montré dans les anciennes années, c'était ce qui s'était passé, tu sais. C'était la réalité, tu sais. Puis là, je me suis dit, ben, si moi je vais puis j'apporte du contenu différent, ben, ils vont montrer du contenu différent. Puis si on est une gang de personnes différentes, ils vont montrer du contenu différent. Tu sais. La réalité étant différente, dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est de montrer un type de contenu. Puis, dans le fond, ça ne reflétait pas mes valeurs. Fait que c'est sûr qu'en regardant les émissions, il y avait vraiment une différence entre ce que je voulais laisser comme paraître, si on veut, à l'émission, puis ce qui a paru de moi. Fait que c'était sûr que j'ai eu un deuil à faire à ce niveau-là. Ça, on va dire dû au montage, dû aux lignes directrices de la télé, parce qu'on veut un bon show, là.
Ouais, ben, tu sais, dans le fond, tu sais, j'ai pas. Tu sais, ce qui a été montré de moi, ça n'a pas été inventé. Je l'ai Oh. fait. Mais, tu sais, dans le fond, avec des trames sonores Mhm. dramatiques, puis en Tout est prenant mes. amplifié. Ouais, puis en répétant des scènes, puis en montrant mes pires moments sur 24 heures, 7 jours sur 7, alors que mes besoins de base sont plus ou moins bien répondus. C'est-à-dire que je ne dors pas bien, je ne mange pas tout le temps à ma faim, je n'ai pas accès à un gym la semaine, je ne m'entraîne pas. Tu sais, j'ai tout perdu mes repères et mes outils pour me sentir bien. Donc, le contexte fait en sorte aussi que je ne suis pas la meilleure version de moi-même. Donc, c'est toutes sortes de choses qui font en sorte que, finalement, en regardant les émissions, bon, je ne suis pas fier de moi dans les émissions. Mais mes objectifs en allant à OD, c'était vraiment de pouvoir inspirer des gens à la maison, surtout des jeunes, puis aussi de partir à l'aventure, puis de juste laisser euh, tout mon contrôle, si on veut, pas entre mes mains. T'sais. Puis de aussi, c'est drôle, mais de prendre un break obligatoire. Je travaille beaucoup, beaucoup. Comme toi, je travaille autonome, je suis entrepreneur. Puis, il n'y a pas de limite au travail qu'on peut mettre par semaine. On peut travailler 24 heures sur 24. Puis, il n'y a personne qui va venir nous dire ah, arrête de travailler. Ben, des fois, il y en a qui le font, mais c'est des proches, puis ils ne savent pas vraiment. Mais au final, on n'a pas de personne qui nous supervise. Fait que moi, dans le fond, je travaillais beaucoup, 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 beaucoup dans les 2, 3 dernières années. Je travaillais probablement trop, tu sais. Puis pour moi, c'était une occasion de prendre une pause euh, vraiment, puis de partir à l'aventure, puis de rencontrer de nouvelles personnes. J'ai envie qu'on parle de sabotage d'ego parce que j'ai la chance de coacher des joueurs de la Ligue nationale, j'ai des grands entrepreneurs, puis ce qu'ils me disent entre les murs souvent, au-delà de la gloire, c'est ça. Quand arrivent les femmes ou quand arrive l'alcool ou quand arrivent les boys ou les contextes, ben, nos parties plus noires, notre pulsion de mort ressort. Puis moi, j'en ai qui peuvent perdre une carrière parce que c'est ça, c'est pas les contextes idéaux comme tu as dit. Est-ce qu'en t'écoutant, tu as vu certains saboteurs où là, tu es comme, hey boy, OK, moi, dans certains contextes, c'est vraiment ça, il faut que je watch ça parce que tu te voyais d'un point de vue externe. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est sûr que oui. Puis je dirais que ce que j'ai remarqué que je devais plus travailler, c'était ma gestion de ma colère dans certains contextes. Dans le fond, dans les dernières années, j'avais appris à comme m'éloigner de contextes qui faisaient ressortir des mauvais côtés de moi-même. Fait que je pensais que j'avais réglé bien des affaires, alors que finalement, j'étais juste pas, je faisais pas face à ces contextes-là. Fait que, là, dans le fond, il y avait certains moments, je te donne un exemple. Il est 1h30 du matin, on vient de finir le party du jeudi soir à OD. Puis après les parties, il faut qu'on passe tout à l'entrevue au confessionnal. Puis ça peut être super long. Puis dans le fond, toute la journée, on était supposé d'avoir le party qui normalement passe à la télé le soir, mais normalement, ça peut être le jour quand même. Et là, toute la journée, la production nous fait attendre, assis sur un divan, à rien faire. Pour finalement, le party commence super tard le soir. Là, le party finit à 1h30 du matin. Puis là, on nous annonce qu'il faut être prêt le lendemain à 7h du matin pour partir dans une autre activité qu'on ne sait pas c'est quoi, parce qu'on ne sait jamais c'est quoi. Puis, dans le fond, là, ça brette, ça brette. Puis là, c'est super long. Puis finalement, on finit par se coucher vers 3, 4 heures du matin pour se lever à 7 heures. Moi, tu sais, dans le fond, pour moi, c'est un peu. C'est quand même grave de ne pas avoir une bonne hygiène de vie, selon moi. Fait que là, je vois ça aller, je vois que ça ne fait pas de sens. Puis, je vois des solutions, mais je me sens impuissant par rapport à ça. Ça me fait vivre de la colère. Puis, c'est sûr que dans le confessionnal, ça va paraître que je suis plus marabout. Puis là, le monde à la maison, ils font comme mais pourquoi il n'est pas de bonne humeur ou bien pourquoi il a cette attitude-là? Ben, c'est sûr que c'est ma gestion de la colère qui n'est pas idéale. Mhm. Euh,
Qu'est-ce que tu penses du fait que la génération, je pense, très actuelle, là, vénère le succès? C'est pas pour rien que Kardashian, je pense, écoute, c'est quand même, on a beau les juger, là, mais pour avoir à 21 ans 1 milliard de fortune, le monde idéalise ça. Toi, est-ce que tu t'es fait prendre, parce que j'ai vu que tu as fait célibataire à bout, je ne sais pas trop, tu as fait les dragons, tu as fait OD. Est-ce qu'il y a une part de toi, en toute humilité, qui est comme, ben, le fame, c'est aussi attirant, c'est vrai que y avait-tu une part de ça? Pour les autres émissions que j'ai faites, il faut comprendre que je n'ai pas appliqué. Dans le fond, là, pour Dans l'œil du dragon, c'est la première émission que j'ai faite. J'avais déjà vendu mes parts de l'entreprise, sauf que ma partenaire s'était inscrite, puis elle voulait y aller avec moi. Fait qu'elle m'a payé un bon montant d'argent pour que je y aille avec elle, sinon je ne l'aurais pas fait. OK. Fait que, tu sais, dans le fond, c'était pas du tout pour le fame à ce moment-là. Puis pour Célibataire à bout, c'est un membre de la production qui m'a contacté aussi puis qui me voulait absolument. Puis à un moment donné, je ne voulais même pas y aller. Il voulait absolument. Fait que pour les émissions, ce n'était pas dans cet objectif-là. Maintenant, est-ce que la célébrité m'intéresse? En fait, la visibilité m'intéresse parce que je pense que j'ai un message à livrer, puis ma mission d'aider le plus de personnes possible à se sentir mieux et à optimiser la qualité de leur vie, ben, c'est un bon outil pour atteindre ma mission, la visibilité. Donc, c'est sûr que euh, oui, j'aime ça, avoir de l'attention puis de l'utiliser euh, pour faire une différence positive. C'est quand, selon toi, que ça tombe dans l'ego versus rester comme aligné avec quelque chose de positif? Tu sais, je pense que je pense qu'il faut toujours se poser la question à tous les jours, tu sais, pourquoi qu'on le fait. Tu sais, je pense qu'il y a autant, tu sais, je peux le faire pour les bonnes raisons aujourd'hui, puis inconsciemment, je vais le faire pour les mauvaises raisons le lendemain. Fait que, tu sais, je pense que c'est pas comme un chemin à prendre, puis là, on arrive, puis on réussit à s'éloigner de l'ego pour de bon. Je pense que l'ego est tout le temps proche, puis il est tout le temps là, puis je pense que c'est ça, ça va, ça vient. Mm. Puis il faut juste être en pleine conscience pour être capable de déceler quand il est là, puis s'en détacher. C'est un peu comme je sais que tu parles, peut-être beaucoup les gens dans l'anxiété. L'anxiété, on la voit pas. C'est comme l'ego. Tu sais, je dis souvent à mes clients, tu vis beaucoup d'anxiété, puis ils sont comme, ah, non, moi, c'est comme, c'est normal. Je suis comme, ben, Chris, tu respires plus. Puis ils sont comme, ah, ouais, mais tu sais, c'est subtil, hein. Puis l'ego, c'est un peu ça. Elle arrive très subtilement, puis à un moment donné, ça a fait des gros dommages, là, tu sais. Ah, 100%, tu sais, c'est... Ouais. Ouais, le mental, l'ego, ça peut être utile. Je pense que, tu sais, je lis beaucoup de livres, tu sais, de gourous indiens ou de moines bouddhistes qui ont comme pas d'ego, qui s'éloignent vraiment beaucoup de l'ego. Puis c'est pas nécessairement ça non plus que je veux être. Tu sais, Mhm. je pense qu'il y a un équilibre à aller chercher avec ça, puis il y a une possibilité d'être heureux si on contrôle notre ego et non pas si on se fait contrôler par notre ego. Exact, tout à fait. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce qui te stimule comme pour évoluer là, dans tes lectures, les podcasts? Tu sais, en ce moment, ce qui me fait vraiment du bien, c'est justement des livres de gourous indiens. On dirait je suis là-dedans. J'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps, l'année dernière. J'ai une copine qui m'a acheté un livre qui s'appelle Commentaires sur la vie de Krishnamurti. Hmm. Puis ça m'a vraiment fait du bien de lire ça, puis je le lis régulièrement, j'aime beaucoup ça. Puis j'écoute beaucoup de vidéos sur Sadhguru Ouais. sur YouTube, que j'ai découvert même en faisant il y a quelques mois mon 2 semaines d'isolement avant d'entrer à OD. C'est Ça, c'est vrai, ça ça avec m'inspire la beaucoup. barbe, non? C'est Il y a une ça. barbe? Ouais. Oui. Il y a une barbe, puis Sadhguru, il fait de la moto, puis il y a une barbe, là. Il est hyper moderne comme gourou, je l'adore. Euh, ouais. Alors que Krishnamurti est zéro moderne. Ouais. Mais Ouais. voilà.
Moi, j'aime les paradoxes, les polarités. Je trouve que, tu sais, on est ni blanc ni noir, on est tellement tu sais, ce que j'ai beaucoup aimé dans un de tes posts après OD, puis moi, c'est vraiment un enseignement vraiment primaire, c'est on est 100% responsable. Tu sais, tu as écrit un post, tu as dit qui devrait me blâmer, puis tu as dit, bon, au final, moi, je peux juste me blâmer moi, là, même si on cherche. Puis ça, je trouve que si les gens comprenaient que c'est tellement facile de tomber dans la victimisation, sauf qu'à un moment donné, ça finit plus. Tu sais, c'est comme de dire, ben, c'est. Alors que quand tu assumes, ben, au final, tu as le pouvoir de ta vie. Tu dis, écoute, moi, tu n'as pas le pouvoir. Moi, je garde mon pouvoir. Tu as peut-être voulu me manipuler, tu as voulu me tromper, mais moi, mon pouvoir, c'est de dire, regarde, je me respecte. Tu sais. Fait que est-ce que c'est le message que tu voulais passer dans le post? Oui, 100%. Tu sais, dans le fond, on n'est pas responsable du passé. Tu sais, c'est pas de notre faute si on s'est fait tromper. C'est pas de notre faute si on a perdu notre job. C'est pas de ma faute si la production a mis les pires images de moi à la TV, puis qu'après ça, je suis pris avec des milliers de messages haineux. C'est pas de ma faute. Mais il y a juste moi qui est responsable de faire quelque chose par rapport à ça. Il y a juste moi. Il n'y a personne qui va le faire à ma place. Puis si je réussis à trouver quelqu'un qui va le faire à ma place, ben, ça a quand même été moi qui a fallu qu'il fasse des démarches pour ça. Fait que, peu importe ce qui arrive, là, ben, c'est moi qui est responsable de ce qui arrive après. Ce que j'en fais de mes problèmes. Mm-hmm. C'est puissant parce que quand tu réalises ça, tu es comme fuck. Fait que dans le fond, là, présentement, j'ai le choix de mettre fin à une relation, d'arrêter de faire de la coke, de m'en aller au gym. T'sais, personne d'autre peut le faire que toi. T'sais. Exact. Mais tu sais, je pense que ça prend quand même un certain niveau de confiance en soi pour être capable de le faire parce que si tu ne te fais pas confiance, ben, tu n'as pas l'impression que les solutions que tu peux mettre en place vont être efficaces de toute façon. Fait que si tu lis un post comme ça qui dit c'est toi qui es responsable, ben, peut-être que si tu n'as pas un bon niveau de confiance en toi, tu vas faire comme ah, ouais, mais non, tu sais, je ne suis pas capable. Ça peut être confrontant. Là. Oui, je pense que c'est un objectif à atteindre plus qu'un moyen. C'est pas de dire ah ben pour être heureux, je vais prendre mes responsabilités. Non, non, non. Si tu mets en place plein de choses pour développer une bonne confiance en toi et une bonne estime de toi, tu vas être capable d'être responsable de ta vie, tu sais. Mais c'est pas ça vient pas tout seul, là, tu sais. C'est un objectif. Mais je trouve qu'un élément qu'on parle, moi, en tout cas en conférence, les gens qui viennent à la fin, là, moi, je parle, j'ai fait des overdoses, j'ai vécu j'ai eu une vie folle. Puis au final, je dis, j'étais un quêteux d'amour. Moi, je ne m'aimais tellement pas. Puis là, je dis aux gens, la plus belle drogue que j'ai goûtée, c'est de m'aimer. Dans tous mes travers, je peux me taper ses nerfs, je peux comprendre les hate mails. Mais c'est pas grave. Je veux dire, au final, moi, je me couche en paix, j'ai appris à m'aimer entièrement. Puis j'ai l'impression que le mal du siècle, c'est ça, c'est que le monde ne s'aime pas. Fait que tu checkes l'autre sur Instagram, tu lis ton propos, puis tu as envie de dire fuck you, man. T'es qui, toi? T'sais, parce que si tu t'aimes, tu dis ce que tu veux, je t'accueille, mais t'en es où là-dedans? S'aimer vraiment, pas juste de la confiance en soi, parce qu'il y en a qui ont de la confiance, mais qui shake par en dedans. Là. Le vrai amour, là, dire j'accueille mon petit Charles, le petit kid qui s'est peut-être fait rejeter, puis que lui, j'en prends soin, mettons. Ben, tu sais, je pense que plus je vais vieillir, plus ça va être stable. Mais j'ai fait un bon cheminement là-dedans dans les dernières années, sauf que ça ne demeure pas stable. Tu sais, dans le fond, il y a des moments, il y a des journées, il y a des semaines où je m'aime plus, puis il y a des moments où je vais moins bien, puis que je m'aime moins. Mais au final, plus je vieillis, plus j'apprends que je suis mon meilleur allié, puis j'apprends à me faire confiance de plus en plus, puis je vois que finalement, il n'y a aucun problème que je ne suis pas capable de régler. Ça fait en sorte que je m'aime de plus en plus. Puis je pense que je fais beaucoup plus d'exercices d'introspection régulièrement qu'avant, ce qui me permet aussi de réduire la distance entre ce que je suis et ce que je veux être. Mm-hmm. Puis au final, les moments où je m'aime le plus, c'est souvent en fin de journée, quand ce que j'ai accompli, c'est ce que je voulais accomplir. Puis quand ce que j'ai entretenu comme pensée, c'est ce que je veux entretenir comme pensée. Fait que c'est pas stable, mais c'est un travail qui se fait bien.
Ben oui, c'est sur le bon chemin. Mhm. Les deux qualités là, dans les prochaines années, je lisais un peu sur l'entrepreneuriat, puis qui vont être le plus vénérées, c'est la vulnérabilité et l'authenticité. Parce qu'on est tellement, tu sais, on reçoit des spams à journée longue, tu vois le monde vouloir te vendre des formules de recettes magiques, tu sais, il y a 32 coachs par coin de rue, mais d'être capable, je trouve, de faire comme tu viens de faire, dire, écoute, je ne suis pas stable tout le temps. Moi, ça, je trouve ça extraordinaire parce que là, c'est comme, hey, cool, cool, tu dis avec vraies affaires, tu sais, parce que tu pourrais dire, ben écoute, moi, je suis. Non, mais c'est ça, mais le monde, je trouve, il manque de ça. On peut-tu être vulnérable puis dire, hey, moi, ça file pas un matin, là, je dois être le gars gestion d'émotions, mais je trouve ça vraiment hot, tu sais. C'est lourd de ne pas être vulnérable. C'est lourd de se montrer tout le temps fort. Ça prend beaucoup d'énergie, puis on s'aime moins Mm. quand on n'est pas vulnérable, puis on n'accepte pas ce côté-là de soi. Parce que, tu sais, dans le fond, on le sait au fond de soi qu'on n'est pas vraiment la vraie version de soi-même quand on n'accepte pas d'être vulnérable. Tu sais. Exact. Puis un enfant, c'est vulnérable, tu sais, l'enfant, quand il n'est pas en contrôle de ce que les autres pensent ou. Ouais. Si je te demandais tes grands rêves de vie, là, baguette magique, on crée là, ce que tu veux, c'est quoi? Hey, je fais tellement cet exercice-là souvent, tu sais, ça peut être une réponse longue parce que, tu sais, dans le fond, j'ai plusieurs objectifs, rêves par rapport à toutes les sphères de ma vie. Mais, tu sais, si je te parle d'une image que j'ai d'un rêve de vie, c'est, tu sais, mettons, je me verrais avoir une maison ici au Québec où est-ce que je pourrais venir comme 6 mois par année, j'aurais une maison sur le bord de la plage à quelque part où est-ce qu'il fait chaud l'hiver, puis que je peux travailler de n'importe où dans le monde, puis que idéalement, mon travail, dans le fond, fait en sorte que j'inspire des gens. Ça, c'est comme une image que j'ai. Puis j'ai une image précise d'une maison sur le bord de l'eau avec une plage. Puis pour moi, mes parents sont encore ensemble. Fait que ça aussi, c'est un rêve pour moi de pouvoir bâtir une famille avec une femme que j'aime, Hmm. puis d'avoir des enfants, pour moi, c'est vraiment une réponse courte, ça serait ça. Mais tu dis une femme que t'aimes, c'est quoi l'amour en 2021 selon toi? Parce qu'il me semble qu'il y a bien des affaires qui n'est pas l'amour, mais on confond ça avec l'amour, la dépendance affective. Tu sais, c'est quoi aimer? Tout le monde cherche l'amour, ces applications. À un moment donné, je trouve ça quasiment triste. Je ne sais pas, mais c'est quoi? Tu as été à une émission sur l'amour. Je pense que tu viens de vivre une séparation. C'est quoi ta façon d'aborder l'amour? C'est drôle parce qu'on a eu une méchante belle conversation sur c'est quoi l'amour à OD, tu sais. Puis c'est pas le genre d'affaires qu'ils vont montrer à la télévision. Mm. C'est le genre d'affaires que j'aurais aimé qu'ils montrent. C'est Mhm. tellement eu de belles conversations qu'ils n'ont pas montré. Mais puisqu'ils ne l'ont pas montré, ça me permet de t'en parler Mhm. aujourd'hui. Ben, tu sais, dans le fond, je pense qu'on confond beaucoup de concepts quand on parle d'amour. Tu sais. J'avais posé la question aux gars, on était tous assis ensemble dans la maison des gars à OD, puis j'avais dit, tu sais, vous autres, là, les couples ouverts, vous pensez quoi de ça? Vous êtes-tu pour ou contre les couples ouverts? Tu sais? Mhm. Fait qu'il y en avait qui étaient pour, tu sais, puis il y en avait un qui était contre, puis il disait, tu sais, moi, je suis contre parce que je pense que si on est vraiment en amour avec quelqu'un d'autre, c'est impossible de pouvoir être bien dans un partage, si tu veux. Surtout, il parlait surtout au niveau, mettons, sexuel, tu sais. Que c'était impossible Mhm. de pouvoir être épanoui en amour puis de partager. Tu sais. Fait, tu sais, dans le fond, je pense que là, on a eu une discussion, puis tu sais, moi, ce que je vois ça un peu différemment parce que par rapport à sa réponse, là, c'est parce que je pense qu'il y a plein de concepts dans sa réponse qui ont été mélangés, puis je pense que ça représente beaucoup d'opinions de plein de monde. C'est que, tu sais, dans le fond, je pense que l'amour, ce n'est pas l'engagement. L'amour, ce n'est pas la loyauté. L'amour, ce n'est pas, tu sais, dans le fond, d'être avec une seule personne. Là, Euh, j'imagine mon père qui va écouter le podcast, là, il va rien comprendre. Là. En tout cas, vas-y, continue. mais je pense que c'est. Puis, tu sais, dans le fond, puis, tu sais, c'est pas l'exclusivité, l'amour. Hein? C'est pas, c'est pas la jalousie non plus.
Mais tu sais, quand je dis que Fait c'est que pas de tu es en train l'engagement, de dire, mais tu sais, quand notre je dis pas de partenaire, on ne l'engagement, dit pas de cet amour. c'est ça, tu sais, je pense que l'engagement, je pense que c'est beau l'engagement, je pense que c'est beau la loyauté, je pense que c'est beau, mais quand on mélange les concepts, c'est là qu'on commence, je pense, à plus parler d'amour, tu sais. Puis je dis pas qu'on ne doit pas être engagé auprès de quelqu'un, puis qu'on ne doit pas être loyal, puis tout ça, mais je pense que c'est pas de l'amour quand on parle de ça. L'amour, selon moi, selon ma vérité, je n'ai pas la vérité infuse, mais selon moi, l'amour se ne définit pas par des pensées. Fait que dès qu'on essaie de mettre des mots là-dessus, ben là, ça devient de l'ego puis du mental, puis ce n'est plus de l'amour. De l'amour, ça ne se décrit pas. C'est là, puis c'est inconditionnel. Ça n'a pas de condition de dire ah, mais je t'aime si tu sors avec moi. Si tu n'es pas en couple avec moi, je ne t'aime plus. Tu sais, c'est pas ça, l'amour. C'est plus peur que ça. Je pense que c'est quelque chose c'est une des rares choses que je trouve qui est vraiment bonne dans les religions. Tu sais, c'est le genre d'aspect d'enseignement spirituel-là, de dire ben tout n'est pas des pensées puis du mental. Des fois, c'est plus fort que ça. Des fois, c'est des connexions plus fortes que ça. Fait que, tu sais, je pense qu'on s'éloigne de ça, tu sais, avec les technologies, la consommation. Tu sais, on s'éloigne de l'amour. Mais est-ce que le sexe, tu sens pas que c'est un peu devenir une dépendance aussi, où le monde, tu sais, ça compte tellement un vide, là, que c'est comme, oh là, je suis dans un couple, mais en même temps, écoute, je tripe sur l'autre, on le fait venir, la semaine prochaine, on s'en va dans un chalet. Puis là, à un moment donné, écoute, je comprends ce que tu dis, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui vont dire ah ouais, oui, fait que c'est vraiment ça. Moi, je tripe, je pourrais jamais être monogame, puis moi, ben, je trouve tout le monde beau. Fait que, écoute, party time tous les fins de semaine. C'est où la limite, dans le fond, selon toi? Ouais, mais tu sais, je pense qu'effectivement, le sexe, ça peut tellement euh, être incroyable comme expérience, ça peut tellement rapprocher, que ça peut tellement on peut s'éloigner de des personnes, mais on peut s'éloigner de nous-mêmes aussi avec le sexe. Je pense qu'il y a une différence aussi entre les hommes et les femmes au niveau de la vision du sexe. Tu sais, je pense que les hommes ont des fois ont une énergie sexuelle qui est un peu plus primitive, à laquelle on doit faire peut-être plus attention. Euh, Parce que je pense qu'on a des pulsions qui peuvent nous éloigner de l'amour, en fait. Mm-hmm. Mais le sexe peut aussi nous rapprocher de l'amour. Fait que, je pense que c'est un outil à double tranchant. J'ai envie de te partager, j'ai beaucoup de gars que je coach qui gèrent leurs émotions négatives en se masturbant. Ben oui. Hein, Ouais. puis là, ils te demandent pourquoi ils se crossent 10 fois par jour. Tu sais, mais écoute, tu te sens-tu bien après? Là, l'anxiété baisse? Là? Oui. Ouais. Puis je pense que quand on est capable de canaliser cette énergie-là à autre chose, ça peut devenir hyper puissant, tu sais. Exact. Ben, les maîtres spirituels disent que si on contient cette énergie-là, elle se transforme en énergie créatrice. Mhm. Donc, il y en a qui disent, écoute, j'arrête un mois la sexualité, mais en tout cas, du moins, c'est d'être capable de plus contrôler cette pulsion-là. Tu sais. C'est encore une fois, tu sais, je pense que quand on la contrôle, ça peut être un outil formidable, puis quand on se fait contrôler par cette énergie-là, là, ça devient nocif. Non, non, tout à fait. Là, tu as parti les inspirants, je pense. Yes. Parle-moi-en donc un peu. Ben, en fait, j'ai parti les inspirants en avril 2020. Donc, ça fait à peu près 8 mois. Dans le fond, c'était un groupe que j'avais démarré sur Facebook. Puis c'était, dans le fond, dans le but de faire des défis à tous les mois pour s'aider à surpasser, puis à développer une qualité de vie qui est optimale. Tu sais. Fait que c'était vraiment axé sur plusieurs sphères de vie, tu sais, dont la santé et le développement personnel. Le premier défi, dans le fond, c'était de courir ou de marcher 100 km en un mois. Puis, ça a tellement bien marché. Il y a tellement eu de beaux commentaires sur le groupe. Il y a eu beaucoup d'aide mutuelle sur ce groupe-là. Je trouvais ça tellement inspirant d'être là-dessus. Puis c'est vraiment une communauté, tu sais. Fait que c'était vraiment agréable. Là, j'étais allé à OD, mais je le savais là, qu'en sortant de OD, j'allais avoir une
plus grande visibilité, puis je voulais vraiment me servir de cette visibilité-là pour pousser le projet des inspirants. Fait que là, j'ai démarré un programme en ligne sous forme de e-book sur la confiance en soi. Puis, je m'attends à ce que ça fasse vraiment des petits, que rapidement, ça se parle, puis que les gens entrent dans cette communauté-là. Puis, j'ai vraiment hâte de voir ça aller parce que ça fait du bien en tabarouette, surtout en 2021 où est-ce que là, on est encore dans une pandémie, dans un confinement. En fait, là, c'est plus extrême que jamais. On a même un couvre-feu, tabarouette. C'est assez fou. Mais de pouvoir partager en communauté, puis juste de se faire des rencontres par Zoom comme ça, c'est pas comme prendre un ami dans ses bras, mais ça fait du bien beaucoup pareil. Je pense que c'est très humain, les rencontres par Zoom. Il y en a qui disent ah, c'est pas... Non, on est quand même deux humains qui se parlent, on voit deux visages, on voit. Puis je trouve ça très humain. Fait que j'aime ça profiter des médias sociaux pour pousser les inspirants, puis pousser une communauté de gens qui s'aident mutuellement. Ah, c'est vraiment cool. Puis par rapport au défi de 100 km, là, je veux juste, dans les gens que j'ai interviewés, Joël Legendre et Varda m'ont dit que ce qui les ont sauvés, c'est la marche. Puis des fois, le monde cherche des formules à pu finir, mais Joël Legendre, dans le scandale, il marchait 1 heure par jour. Varda, dans la santé mentale, elle marche 1 heure le matin. Puis c'est fou comment, des fois, c'est pas d'ouvrir 8 chakras, là. C'est juste, c'est ça, c'est la base. C'est l'exercice physique, c'est d'avoir une communauté de gens inspirants. Je trouve que les gens cherchent des fois pas mal loin. Tu n'as pas besoin d'aller en Inde, là, marcher sur une montagne, t'sais. Non, parce que si tu vas en Inde marcher sur une montagne, selon moi, ce qui va te faire du bien, c'est que probablement que tu vas faire plus attention à ce que tu manges. Tu vas prendre soin de toi. Tu vas investir de l'argent dans toi. Parce que là, ça te coûte cher aller là-bas. Fait que là, tu envoies tous des messages à ton cerveau de dire tu mérites d'être heureux. Puis au final, je pense que c'est ça qui fait du bien plus que le fait d'être là-bas. C'est que tu as tout mis en place ça pour toi. Ça fait du bien. Tu peux le faire ici, tu n'as pas besoin d'aller là-bas. T'as-tu peur pour ta santé mentale après OD? Y a-tu un moment où ça a craqué? Oui, en toute exclusivité, j'en ai pas parlé. Je pense que je vais en parler éventuellement. J'ai demandé des consultations avec une psychologue parce qu'à un moment donné, ça allait plus, dans le fond, j'ai vraiment pogné un down. Mettons, début décembre. Fait qu'il y a environ... C'est le plus dur à quoi, c'est quoi là, en sortant de là le plus dur que dans ta tête, tu es quand même fort, là, puis tu te dis fuck ça, pas capable. Ma séparation avec Héloïse a été difficile parce que je suis passé de être vraiment amoureux, que ça soit, j'ai l'impression que c'est réceptif, puis que là, je me sens enfin à une place que j'aime en couple, dans ma vie de couple. La perte de ça, ou dans le fond, le sentiment de perdre quelque chose par rapport à ça, ça faisait tellement longtemps que je voulais me sentir comme ça en amour. Ça a été difficile, puis on dirait que là, pour moi, ça, c'est souvent la base, les relations. Fait que là, ça allait moins bien. Puis là, après ça, ce qui allait moins bien aussi, je trouvais difficile, c'était tout l'aspect aussi de ma réputation, mais de ma notoriété, puis de savoir que la plupart des gens, l'opinion de moi qu'ils ont, ça vaut pas cher, comme on dit, tu sais. Puis, dans le fond, moi, avant de rentrer à OD, j'étais conférencier, je faisais des programmes je faisais des formations dans des programmes de médecine à l'UDM. J'étais à l'HEC, à l'École de gestion de commerce. J'avais quand même une bonne notoriété en tant que professionnel de la santé. Puis là, je sors de là, puis dans le fond, là, je suis ailleurs. C'est rendu plus difficile. Fait que j'avais de la misère à voir que ma crédibilité était rendue aussi basse. Mais j'ai surmonté la pente. Mais avant de remonter la pente, j'ai demandé à une psychologue de faire de la consultation avec moi. Puis, dans le fond, j'ai fait un test, puis j'ai rencontré mon médecin aussi, puis j'ai eu un diagnostic de dépression sévère, quand même. Wow. Puis, on m'a proposé de la médication pour ça, parce que, dans le fond, la psychologue, ce qu'elle me proposait, c'est qu'elle disait que
qui est le plus efficace pour la dépression selon les recherches. Ce qu'elle me disait, c'est que c'était un mélange de thérapie cognitivo-comportementale et de médication. Fait qu'elle me disait, tu sais, c'est ce que je recommande, tu sais, dans un cas de dépression sévère. Tu sais, j'étais plus capable de rien faire, là. Je sortais plus de la maison, j'étais allé voir mes parents parce que j'étais plus capable de me faire à manger, je faisais plus rien, tu sais, j'étais vraiment dépressif. Puis, dans le fond, ce qui m'a aidé, c'est aussi de savoir qu'est-ce qui fait du bien dans ces cas-là. Tu sais, c'est sûr que c'était mon travail, tu sais, en tant que travailleur social, de travailler auprès de personnes qui souffrent de dépression ou d'autres problèmes. Mais je là, est-ce qu'il ne faut pas faire attention de faire de la fuite non plus dans le travail? Ouais. J'ai l'impression que des fois, le monde, au lieu de se regarder en pleine face, boum, là, ils se jettent dans 32 projets, mais ils n'ont jamais réglé la cause. Toi, en psychothérapie ou quand tu as été chez tes parents, tu sens-tu que justement, c'est ça, il y a eu une phase où qu'est-ce qui t'a aidé à remonter la pente? Tu dis que ça a remonté, mais c'est quoi? Ouais, ben, tu sais, dans le fond, je pense que autant on peut fuir des problèmes qui sont persistants depuis longtemps, autant dans les moments difficiles, on peut s'inventer des problèmes, si on veut. Tu sais, moi, dans le fond, je me disais que j'avais perdu ma crédibilité. Je me disais que j'avais perdu une relation qui valait très cher à mes yeux à ce moment-là. Mais après réflexion, tu sais, ma crédibilité, je la perds si je veux bien la perdre. Parce que si je décide que je ne la perds pas, ma crédibilité, je ne l'ai pas perdue. Puis, si j'agis comme quelqu'un qui n'a pas perdu sa crédibilité, ben, je ne l'ai pas perdue. Il y a des gens qui peuvent trouver que j'en ai pas, mais ma crédibilité est encore là. Fait que c'est un peu une forme de. Je me suis recentré. Ça n'a pas été de la fuite, c'est plus de voir qu'en fait, il y a des problèmes que je m'inventais. Puis, par rapport à ma relation avec Héloïse, je pense que des fois, quand on perd quelque chose, on se met à l'idéâtrer puis à le voir que c'était donc bien parfait. Mais finalement, quand on l'a, finalement, on n'est pas tellement satisfait. Tu sais. C'est drôle à quel point on accorde des fois de la valeur à des choses parce qu'on l'a perdu tout simplement. Puis j'ai pris conscience. Dans le fond, est-ce que tu es en train de dire que la relation que tu avais, c'était pas ce que c'était dans ta tête? Tu l'avais idéalisé? Un peu. C'était une relation qui s'est développée dans un contexte particulier, puis je pense que ça prend du temps avant de connaître quelqu'un. Je pense qu'au début, en amour, on est en amour avec l'idée qu'on se fait d'une relation et non pas avec la relation en tant que telle. Puis, tu sais, j'ai toujours été d'avis que on développe notre amour pas dans les meilleurs moments, mais dans les pires moments. Puis que c'est là qu'on voit à quel point on fait une bonne équipe avec l'autre personne. Puis dans nos pires moments, on n'a pas été des très bons coéquipiers. Puis je pense que c'est bien qu'on se soit séparés à ce moment-là. Et non pas dans 3 ans, quand on aurait des enfants, puis une maison ensemble, puis blablabla. Fait que, tu sais, aujourd'hui, je suis plus reconnaissant de ça, puis j'ai fait un bon cheminement dans mon deuil. Est-ce que vous êtes en mauvais terme ou en bon terme? Est-ce qu'il y a comme l'amertume encore? Ben, l'amertume, non. Je pense que de mon côté, j'y pense pas, mais est-ce que j'irais prendre un café avec elle entre amis? Non. Tu sais, dans le fond, je pense qu'on n'est pas rendu là dans le processus de deuil. Puis je pense que là, ça serait de faire du déni un peu, de dire, ben oui. Tu sais, je pense que quand que les deux, on va avoir passé au travers du processus de deuil, je pense que là, ça va être possible. Mais est-ce que ça va arriver? Je pense pas, tu sais. Je pense pas qu'on se serait rencontrés, Héloïse puis moi, dans un contexte différent que OD. Je pense qu'on ne se serait jamais croisés. Qu'est-ce que dans 10 ans, tu vas te rappeler de cette expérience-là, avec le recul d'OD, de tout ce qui s'est passé? C'est l'affaire que tu ne veux pas oublier. Là, dire ça, c'est une belle leçon de vie, tout ça. Tu sais, dans le fond, tellement de choses. Je pense que toute ma vie, tu sais, c'était déjà un peu acquis là, comme apprentissage, mais ça l'a confirmé. C'est que je pense que pour moi, je suis un peu fragile à mes habitudes de vie, tu sais, puis quand que mon sommeil est atteint, quand que je mange moins bien, puis quand je bouge pas, ben, je pense que toute ma vie, ça va m'affecter. Tu sais. Je pense que jusqu'à la fin de ma vie, je vais devoir prendre soin de ces bases-là. Il y en a pour qui, je pense, c'est moins important. Il y en a qui se sentent bien, même si ce n'est pas répondu, ces besoins-là. Pour moi, c'est très important. Puis, tu sais,
Sinon, tu sais, ça a confirmé peut-être des apprentissages que j'avais déjà comme développés. Je ne suis peut-être pas en mesure encore de voir ce que je vais voir dans 10 ans. Je pense que je vais voir des choses que je ne vois pas en ce moment. Puis, ça sera ça. Hmm. En terminant, là, ceux qui nous écoutent, qui vivent des moments difficiles, la vie, c'est comme une télé-réalité. Là, on est bombardé de partout. Je pense que c'est un peu un microcosme OD de plein de personnalités, plein d'épreuves. Comment on fait là, pour donner espoir à ces gens-là qui se disent, man, moi, c'est bien cool, là, je vous écoutez, là, mais moi, je lis pas là, du mondain, puis je ne suis pas capable de méditer, puis j'ai pas l'envie d'aller prendre des marches. Puis comment tu motiverais quelqu'un qui y croit plus? Tu veux dire quelqu'un qui vit des moments difficiles en ce moment? Ouais. Je pense qu'on n'a pas à le faire tout seul. Hmm. Je pense que dans le fond, si la personne nous écoute en ce moment, je pense qu'elle est vraiment sur le bon chemin. Est-ce que j'aurais ce mode de vie-là sans les autres? Jamais. Est-ce que j'aurais réussi ce que j'ai réussi dans le passé sans les autres? Jamais. Est-ce que j'aurais réussi à faire mon e-book sans l'aide de 8 autres personnes dans le dernier mois? Jamais. Je pense que je pense qu'il ne faut pas trop s'en mettre sur les épaules. Je pense qu'il ne faut pas trop prendre toutes les responsabilités d'aller chercher ta motivation par toi-même, d'aller chercher ton énergie par toi-même, de t'inspirer toi-même, de se fixer des objectifs qui viennent de nulle part. Je pense que c'est tellement important de s'inspirer des autres, puis de côtoyer et d'écouter des personnes qui normalisent ce que nous, on idéalise. Puis ça, ben, ça fait en sorte que hop, on embarque dans un pattern. Puis je pense qu'en étant des humains, notre plus grande force, c'est notre capacité relationnelle. Puis je pense que pour ces personnes-là, ce serait le conseil que je donnerais, c'est malgré là, le confinement, malgré le fait qu'on ne peut pas se voir en personne, on peut quand même se laisser inspirer par les autres. Non, mais je suis tellement d'accord avec toi. Puis ce qui reste au final, c'est ça, c'est les connexions humaines. C'est pas l'argent, c'est pas le succès, c'est pas des overtime, c'est pas des. Mais c'est ça. Puis j'apprécie vraiment la conversation qu'on a eue aujourd'hui parce que c'est ça, c'est des gens vulnérables qui prônent pas de recettes miracles, mais qui avancent pas à pas. Et les inspirants, ce que j'aime du mot, c'est qu'on inspire à chaque instant pour expirer. Et je pense que à tout le monde qui nous écoute, un pas à la fois, une respiration à la fois. Ouvrez-vous à la vie, cessez de vous fermer. Des obstacles vont en avoir dans toutes les vies, mais l'important, c'est l'attitude, c'est les choix qu'on fait à chaque instant. Donc, pour aller te suivre, tout ça, on va où sur les réseaux sociaux, Charles? Charles Montigny sur Instagram, c'est aussi simple que ça. Mon site web, c'est lesinspirants.com. Puis, on peut me retrouver sur Facebook aussi sur mon nom. Donc, j'invite les gens à venir me suivre et à venir me parler, à me poser des questions. Je réponds à tout le monde. C'est pas compliqué, je réponds à tout le monde. Des fois, il y a un délai parce que j'ai beaucoup de messages, mais je prends le temps de répondre à tout le monde. Super, bravo d'utiliser cette plateforme-là pour élever les gens. Je te trouve hyper inspirant. Pour ceux qui veulent continuer de suivre mes podcasts, c'est Bring It On. Vous pouvez me voir sur marcdumaine.com, sur toutes mes plateformes. Charles, je te souhaite une année 2021 en explosion de ton être, au cœur de ce que tu fais le mieux, c'est-à-dire être toi. Continue cette évolution-là dans cette pleine conscience. Puis, au plaisir peut-être de te recroiser sur d'autres projets. Merci, mon cher. Merci, Marc. C'était une très belle discussion. Très reconnaissant. Merci. Gratitude. Yes.